Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire organisé par le pôle ID for Mobility, dédié à l'électromobilité. Tout d'abord, je vais me présenter et présenter le pôle. Donc, je suis Pierre Servel. Je travaille au sein du pôle dans l'activité innovation. Le pôle ID for Mobility est un pôle de compétitivité dédié à l'écosystème des mobilités terrestres dans le Grand Ouest. Donc, notre objectif au cours de l'année et au quotidien, c'est d'accélérer l'innovation et la transformation industrielle des acteurs de la mobilité, de la fabrication jusqu'à son usage. Nous, on va travailler principalement dans le Grand Ouest de la France, donc en Bretagne, en Pays de Loire et en Nouvelle-Aquitaine. Et quand nous, on parle d'écosystème de mobilité, on va s'intéresser aux entreprises, aux laboratoires, aux centres techniques qui vont travailler dans diverses activités. Quand on parle de mobilité, nous, on va s'intéresser à tout ce qui est des industriels des mobilités qui vont, dans leurs produits et services, qui vont s'inscrire dans cette chaîne de valeur. Évidemment, on va travailler avec les fabricants de véhicules et mobiles, comme les voitures, les vélos, les trains, par exemple. On va également travailler avec les entreprises des infrastructures de sécurité et de transport, donc les bornes de recharge, les infrastructures de sécurité. Et également, dans notre réseau, on va retrouver toutes les entreprises servicielles de mobilité, par exemple les logiciels de gestion de flotte, les logiciels de conception. Et pour accompagner nos membres, parce qu'on a 475 membres au sein du pôle, on va les accompagner dans leur expertise et leur développement, donc en faisant des mises en relation, en faisant des webinaires, tels qu'aujourd'hui, pour les informer, pour faire de la veille. On va les accompagner également dans leurs activités d'innovation, donc de l'idée jusqu'à trouver des partenaires, monter des consortiums, monter des projets pour s'adresser à des guichets de financement, hein, pour financer des innovations. Et finalement, on va aussi les accompagner dans la partie industrielle, donc dans tous leurs outils productifs de fabrication, hein, pour modéliser ces outils. Voilà un petit peu pour ce qu'est le pôle ID for Mobility. Quelques points d'actualité nous concernant. J'ai mis à l'honneur trois webinaires et meet-up qui vont avoir lieu prochainement. Donc, comme aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire dédié à l'électromobilité, il y en a un troisième qui aura lieu au mois de mai, hein, sur les infras. Et puis, j'ai mis aussi deux événements qui auront lieu en physique prochainement, donc le 28 mai et le 25 juin. Donc, le 28 mai, c'est un meet-up qui aura lieu donc à Rennes, qui est le croisement entre la mobilité et comment la photonics peut influencer la mobilité et apporter de nouvelles solutions techniques. Et puis, le 25 juin au Mans, il y aura comment l'IA et les données transforment les mobilités, que ce soit sur les véhicules, mais aussi sur les services. Voilà, donc ça aura lieu au Mans. Et puis, je vous ai parlé aussi d'une activité qui était d'innovation, faire monter des consortiums, monter des projets. J'ai mis à l'honneur trois dispositifs et appels à projets. Donc, le premier, c'est le projet Coram. C'est un dispositif de financement dédié à la filière automobile, hein, comment concevoir et faire de la R&D pour avoir des véhicules zéro émission. Donc, c'est un appel national, filière, où on peut faire soit en individuel, soit en collaboratif. Voilà, donc intéressant pour nos membres. Une autre typologie de financement, c'est les IDEMO. Alors, il y en a en Bretagne, en Pays de Loire et en Nouvelle-Aquitaine. Pour le coup, là, c'est des dispositifs régionaux s'inscrivant des stratégies régionales et ils sont collaboratifs. Donc, c'est intéressant si vous voulez vraiment monter ce type de projet. Sachez qu'il n'y a qu'une relève cette année sur les IDEMO régionaux, le 1er juin de cette année. Et puis j'en ai mis un troisième à l'honneur qui est les pionniers de l'intelligence artificielle, hein. C'est pour faire un petit patchwork. Là, de la même manière, c'est un dispositif national géré par BPI. Et là, pour le coup, c'est comment l'IA peut transformer des filières et la filière des mobilités en fait partie. Voilà. Mais revenons un petit peu au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Comme je vous l'ai expliqué, c'est l'électromobilité, on fait une série de webinaires, on en a trois, donc là c'est le deuxième de cette thématique-là. L'électromobilité, c'est une transformation de la filière des mobilités hein, qui est importante. Et cette thématique est elle-même impactée par différents enjeux. Parce qu'au-delà des véhicules électriques hein, qu'on voit de plus en plus sur nos routes, hein, qui sont silencieux, qui sont propres, il y a des vrais enjeux techniques derrière. Et on parle vraiment d'écosystème des électromobilités, hein, parce que quelque part, c'est quelque chose assez complexe hein, derrière cette simplicité. C'est un enjeu à la fois au sein des véhicules, hein, c'était l'objet du premier webinaire, hein, les batteries,
les powertrains, comment ces véhicules sont conçus, mais aussi de comment ce véhicule va se connecter à un réseau, et puis comment ce réseau va permettre d'influencer ces véhicules. Et puis finalement, cet écosystème génère des nouveaux usages, des nouvelles problématiques, des données, et comment finalement on peut appréhender cette problématique-là. Eh ben, c'est tout l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui, hein. C'est à la fois comment les nouvelles solutions pour quand on veut passer le pas j'essaie de gérer des flottes. Et puis finalement, une fois qu'on a passé le pas, ben, quelles sont les problématiques qui se présentent. Et ça va être l'objet de la présentation de Kedes aujourd'hui, hein, qui commence à électrifier sa flotte de bus, c'est le cas. Donc, ce sera l'objet de la deuxième intervention. Mais on va commencer par le premier intervenant, hein, qui est François Gatineau de Mobilise, hein, qui va nous présenter un peu ces solutions de jumeaux numériques, hein, comment on veut se lancer pour concevoir et piloter, hein, ces flottes. Alors, François, est-ce que tu peux éventuellement arriver, voilà, exactement, Bonjour à présenter, tous. voilà. Je te laisse éventuellement partager ta présentation, prendre la main, je vais arrêter le partage. Ça me laisse le temps de vous dire que cette présentation et ce webinaire est enregistré et qu'à la fin du webinaire, on va passer un petit questionnaire de satisfaction, hein. Donc, on vous invite à le remplir, soit pour être mis en relation avec les intervenants, soit pour nous donner, si vous avez des sujets et vous souhaitez être contacté suite à ce webinaire. Écoute, François, je te laisse la main pour te présenter et puis présenter ton intervention. Voilà. Merci Pierre. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le président fondateur de Mobilise. Mobilise existe depuis 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, avant de vous présenter rapidement ce que l'on fait, puisque pour resituer dans le contexte, moi, ce que je veux vous présenter, vous donner un avant-goût, c'est que aujourd'hui, l'infrastructure de recharge pour pouvoir accompagner l'alimentation en énergie de tous ces véhicules, bah, c'est pas quelque chose de forcément si simple, mais surtout, on peut en faire un vrai atout financier, un vrai atout aussi d'amélioration de son bilan carbone pour les bâtiments. Donc on va voir tout ça et vous allez découvrir de quelle manière on peut le faire. Alors, juste avant, nous, on est à la fois un cabinet de conseil et un bureau d'ingénierie technique, donc on a les deux approches. Nous sommes un acteur indépendant pour accompagner toutes les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, sur leurs projets de mobilité électrique, que ce soit au niveau de l'infrastructure, au niveau de la transformation de la flotte, et aussi de tous les éléments énergétiques qui vont composer l'infrastructure pour justement pouvoir se doter de la solution la plus pérenne, la plus sûre et économiquement la plus dynamique. Donc on est une petite équipe sur l'ensemble de la France d'une dizaine de personnes. On est très impliqué, comme dans le pôle ID4 Mobility, mais aussi avec d'autres organisations sur lesquelles on est vraiment en situation de promouvoir et d'améliorer tout ce qui concerne ce futur de la mobilité décarbonée. Ce qui nous compte beaucoup pour nous, c'est, et vous allez le comprendre ensuite après, ça va être le fil conducteur, c'est de comprendre et de partir de l'usage et le besoin du client. C'est ce qui, pour nous, est le plus important pour pouvoir arriver à un résultat qui soit celui qui va correspondre vraiment à ce que l'organisation fait face comme défi. Alors aujourd'hui, on accompagne plus de 130 clients depuis le début de notre histoire. Des clients de tout type, de tout secteur d'activité, que ce soit dans le monde public, des États, des régions, des départements, syndicats d'énergie, communautés de communes et villes, et puis dans les secteurs privés, à peu près toutes les filières, que ce soit dans l'énergie, évidemment dans le transport, dans le monde de la banque, de l'assurance, de l'industrie, du tertiaire, bon, différents types d'acteurs. Donc ce qui nous permet d'avoir accès à un certain nombre euh, de connaissances et d'appréhension de tous les usages que les clients doivent pouvoir assurer dans cette transformation progressive de leur flotte vers l'électrique.
Et quand on a une flotte, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, on va recharger ces véhicules sur des puissances différentes selon les types d'usages auxquels on fait face. Donc on peut avoir besoin de recharger ces véhicules lentement, mais on a aussi des flottes de véhicules de fonction, des flottes de services qui, elles, ont besoin de fonctionner selon des règles opérationnelles qui sont établies par les différents clients. Donc, ça peut être de dire, bah, je dois partir avec mes véhicules avec une autonomie de 200, 250 km le matin, voire plus. Et je dois pouvoir programmer ça pour que ce soit très efficace et que je n'ai pas d'angoisse en partant le matin, ni même de problématiques à soulever. Donc ça, c'est pour la recharge, mais cette recharge, si on doit l'assurer, on est confronté certaines fois à un dimensionnement en puissance qui initialement ne convient pas à ce qu'est l'ensemble de l'infrastructure du bâtiment. Donc on a besoin soit d'augmenter son niveau d'abonnement au niveau du compteur, soit d'en rajouter un. Et donc ça peut vite être des notes qui peuvent monter. Alors il existe maintenant des solutions où on peut augmenter la puissance de raccordement réseau en rajoutant des éléments techniques comme les baies de stockage d'électricité ou on les appelle aussi les BESS, c'est peut-être un acronyme que vous avez déjà entendu. C'est le nom anglais pour les batteries de stockage d'électricité. Et cet apport en volume d'énergie peut aussi apporter une puissance supplémentaire qui fait qu'on n'est pas forcément obligé d'augmenter radicalement sa puissance de raccordement au réseau. On a aussi un autre phénomène qui est de plus en plus intéressant, mais qui pose souvent question pour les différentes entreprises, c'est la production locale d'électricité. Et se dire que cette production, très souvent, n'arrive pas au bon moment de là où on peut la consommer. Vous allez avoir besoin d'électricité peut-être plus souvent la nuit pour charger vos véhicules ou à un certain moment de la journée, mais c'est pas forcément là que la production photovoltaïque est la plus efficace. Donc on a un problème à ce stade et réinjecter la production sur le réseau électrique, c'est pas la meilleure équation économique pour vous. Donc il faut pouvoir maximiser aussi cette utilisation si l'on peut le faire. Un autre élément qui est aussi essentiel, c'est se dire mais on va consommer de plus en plus d'électricité et donc cette énergie, elle a un prix évidemment, mais comment on peut faire pour en baisser le coût? Ça aussi, ce sont des éléments sur lesquels on veut pouvoir apporter des solutions, c'est-à-dire bénéficier d'un kilowattheure quelque part qui est moins cher pour ses usages quotidiens. Alors en plus de tout ça, on peut aussi imaginer que à terme cela rende d'autres services, c'est-à-dire que vous avez la capacité de fabriquer votre propre électricité et ce qui peut être valorisé sur des services systèmes auprès des agrégateurs ou d'autres acteurs locaux en échange de rémunération, ce qui peut aussi être un complément intéressant et pertinent dans l'équilibre économique de l'entreprise. Et donc pour faire cela, on a développé ce qu'on appelle un EMS, c'est un système de gestion d'énergie qui est un logiciel embarqué dans une solution technique durcie sur site, c'est-à-dire sécurisée et difficilement accessible du réseau local de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir accéder facilement à cet outil pour qu'il y ait des piratages, par exemple, ou des problèmes de sécurité. Et donc cet Energy Management System va orchestrer l'ensemble des éléments que constitue euh, le système énergétique de l'entreprise, à savoir sa production locale de photovoltaïque, le cas échéant, hein, s'il n'y a pas de production, ben, il n'y a pas d'optimisation à ce stade. La recharge des véhicules, savoir quand est-ce que les véhicules doivent être rechargés et à quel niveau de recharge de la batterie on souhaite avoir l'ensemble du parc, pris individuellement, évidemment. Et puis, il va pouvoir aussi piloter le raccordement au réseau électrique, savoir à quelle puissance je dois me connecter. Et enfin, par un système de baie de stockage d'électricité, pouvoir raisonner avec du tampon, recharger cette baie, utiliser l'électricité qu'on y a injectée, qui était moins chère à un certain moment, pour pouvoir faire baisser le coût global de l'ensemble d'électricité du réseau et ainsi faire baisser sa facture mensuelle.
Alors, donc cet outil, finalement, qu'on a développé, on l'a développé sur la base de notre expérience, des usages auxquels on a fait face vis-à-vis de l'ensemble des clients. Et fondamentalement, ce qu'on a souhaité, c'est d'avoir un outil qui part de ces usages, qui est vraiment concomitant au fait de dire on a une flotte de tant de véhicules, composés de véhicules légers, véhicules utilitaires, de poids lourds, de bus électriques, etc. Et donc, en se disant, voilà comment je veux utiliser ma flotte, à quelle heure je veux partir avec tel véhicule et tel niveau de recharge, comment je me raccorde au réseau et quels sont les tarifs électriques auxquels je m'abonne, quelles sont les heures creuses qui changent selon les sites, hein. On n'a jamais tout à fait la même chose sur l'ensemble du territoire. Quels sont les tarifs électriques que j'ai sur mon contrat? Si j'ai une production photovoltaïque, eh bien, on a des éléments de production qui sont très différents dans l'année. C'est sûr qu'on va pas produire autant d'électricité en janvier qu'en juillet. Et puis, selon l'endroit et l'exposition de de nos toits photovoltaïques, de nos panneaux photovoltaïques, on n'est pas sur la même puissance, qui peut produire cette électricité. Et puis on a aussi les autres usages qui sont intéressants à prendre en compte, c'est les usages du bâtiment. On a aussi pris ça en compte, c'est-à-dire que le bâtiment a un profil de consommation qui est très différent aussi selon les saisons, qui peut être très différent aussi selon les entreprises. Entreprises qui peuvent avoir des machines, des groupes froids, des groupes chauds, etc. Et donc qui ont une façon de consommer qui est aussi intéressante à prendre en compte. Et tout cela, ça va être les éléments d'entrée qu'on va injecter dans notre Energy Management System pour qu'au quotidien, il fasse tous les arbitrages et il puisse optimiser l'ensemble des consommations et des productions d'électricité sur le site. Et pour pouvoir faire ça sans que ce soit fait au hasard, on a finalement développé ce qu'on appelle un jumeau numérique, c'est-à-dire c'est exactement le pendant de ce que le système de gestion d'énergie fera sur le terrain au quotidien, mais le jumeau numérique nous permet de simuler plus vite tout ce qui va se passer et quels sont les résultats économiques, techniques liés à cette solution, et de pouvoir ainsi vraiment adapter les usages et de travailler dessus pour avoir la meilleure configuration possible. Donc tout ça reste très théorique et pour pouvoir vous l'illustrer, juste après, je vais vous montrer les résultats de ce jumeau numérique qui est vraiment le préparateur de la configuration adéquate à votre besoin. Alors quelques éléments supplémentaires pour bien comprendre notre solution. On l'a voulu le plus agnostique possible au matériel, c'est-à-dire elle va pouvoir fonctionner avec différents modèles de bornes, euh, du matériel aussi de stockage, les fameux fabricants de composants BESS, aussi les onduleurs photovoltaïques, le lien avec le bâtiment aussi, tout type de bâtiment, ce qui nous permet d'avoir un fonctionnement local qui est le plus optimisé possible. Et puis cet EMS, on va lui donner des informations plusieurs fois par jour, mais de manière assez simple, qui sont les injonctions sur les prédictions ou sur les évolutions de l'usage souhaité. Vous avez envie de changer l'heure de départ de vos véhicules, ben on va pouvoir le changer pour donner des nouvelles consignes à l'EMS. On va aussi avoir des informations sur la météo, par exemple. La météo du lendemain étant peut-être moins bonne, il y aura moins de production photovoltaïque, donc il faut pouvoir anticiper les choses pour faire en sorte que l'on stocke le maximum d'électricité moins chère la veille pour qu'elle serve le lendemain. Donc c'est d'autres éléments comme ça. On pourrait aussi imaginer dans le futur d'être connecté de la tarification électrique sur les prix du marché pour avoir les meilleurs tarifs. Donc le but, c'est d'avoir cette haute disponibilité industrielle d'un système qui est très efficace et qui vous rend les meilleurs services possibles, tout en ayant aussi une optimisation financière qui permet de financer votre infrastructure et donc de financer votre transition écologique. Alors, je vais dérouler un exemple ici. Donc, voilà un petit peu la restitution de ce que l'on a sur le jumeau numérique de notre EMS. Et donc ici, on va simuler une station de recharge qui contient deux points de charge à 200 kW chacun et deux points de charge à 125 kW. Donc une station de recharge relativement puissante. Et
comme vous pouvez le constater en haut à gauche, on va la relier à ce qu'on appelle un compteur jaune, tarif jaune pour ceux qui ont l'usage de ce mot-là, mais c'est-à-dire c'est un compteur qui ne nécessite pas un transformateur directement sur votre site et donc qui est assez facile à obtenir en raccordement, assez rapide à mettre en place. Donc on la limite parce que si vous faites le calcul, la puissance pour pouvoir faire fonctionner à plein les deux points de charge 200 kW et deux points de charge 125 kW ne sera pas suffisante. Donc justement, on va, grâce au système, pouvoir gérer tout cela. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la fréquentation de l'infrastructure de recharge, c'est-à-dire c'est exactement ce que je veux qu'il se passe sur mon infrastructure. Soit je vais prévoir une fréquentation très rythmée, très organisée, où je sais que mes véhicules arrivent à telle heure, repartent à telle heure et doivent être rechargés à tel niveau de recharge. Véhicules qui sont paramétrés avec les niveaux de puissance qu'ils acceptent ou qui ne, qui n'acceptent pas, enfin quelles sont les limites de ces modes de recharge. Et puis, je peux aussi faire des systèmes qui permettent de vérifier des fonctionnements plus aléatoires avec ici un type de fréquentation autoroutier, c'est-à-dire des véhicules qui vont arriver de manière aléatoire, plus ou moins concentrée selon les heures de circulation, et je vais fixer le nombre que j'ai prévu d'en accueillir par jour. Je vais fixer aussi ma grille tarifaire de l'énergie, telle que je vous l'expliquais tout à l'heure, et le prix nominal de la valeur de cette grille. Donc, en fait, c'est une grille où on part à 1, qui est le tarif nominal, et puis on fait varier selon le contrat que l'on a euh, signé avec tel ou tel fournisseur. On va ici la simulation de la production photovoltaïque mettre les scénarios d'irradiance. Irradiance, c'est la capacité de générer, euh, de transformer l'énergie solaire à certains endroits du territoire. Et en fait, on fixe un scénario par rapport à la localisation précise du site et son exposition sur les points cardinaux. Cette installation, on en définit quelle est la puissance installée en kilowatts crête. Et donc ça va produire, selon la période de l'année et selon la météo du jour, plus ou moins d'énergie électrique. On va relier aussi les éléments de consommation du bâtiment, donc avec des scénarios que l'on peut élaborer qui sont très différents. Vous voyez ici que les cases de mise en place de notre solution, enfin de simulation de notre solution avec une baie de stockage, la production photovoltaïque et la production du bâtiment ont été décochées. Je voulais vous montrer que c'est un mode de fonctionnement très standard, sans optimisation. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va simuler pendant 24 heures. Ici, on pourrait changer l'heure, mais là, on a juste simulé 24 heures. Qu'est-ce qui va se passer sur la station? En haut, vous avez le comportement des véhicules sur la station. Et vous voyez les heures d'arrivée, les heures de départ, de charge des véhicules. Il y a un petit décalage ici, puisqu'on peut aussi spécifier que les véhicules, ils arrivent sur la station, mais ils se rechargent pas tout de suite, parce que le temps de sortir de son véhicule, de se brancher, d'utiliser son application pour pouvoir lancer la recharge, il peut s'écouler quelques dizaines de secondes, voire minutes. Donc on paramètre aussi tout ça, c'est très important pour vraiment voir l'efficacité d'un comportement sur station. Et au cours de la journée, on s'aperçoit que les véhicules sont chargés les uns après les autres, avec finalement aucune attente notable de l'ensemble des 40 véhicules qui vont venir sur la station ce jour-là. Parce qu'on a toujours la courbe orange ici d'attente qui est à zéro. Côté de la puissance électrique, comme vous l'avez remarqué, il n'y a que la puissance qui est prélevé à partir du compteur. Donc on n'a que la courbe ici des soutirages au point de livraison. PDL, ça veut dire point de livraison, donc c'est votre compteur. Vous voyez que on est juste à la limite des 250, un petit peu en dessous. On a pris une limite qu'on a fixée nous pour éviter que ça disjoncte, puisque si on monte trop haut, on risque d'avoir quelques soucis. Et en bas, vous avez le comportement de recharge des véhicules. Donc, les véhicules arrivent la plupart du temps, mais c'est aléatoire avec un niveau de, de statut de leur batterie de l'ordre 20-25%. Et ils montent tous jusqu'à 80%, ce qui est la bonne façon de faire lorsqu'on a une recharge sur des bornes d'essai. Donc voilà le premier résultat. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La somme d'électricité, enfin, de volume d'énergie qui est mis dans l'ensemble des véhicules représente un volume de 1710 kWh.
Et pour pouvoir faire tout ça, l'exploitant de la plateforme va devoir débourser 251,10 € d'électricité sur cette plateforme pour pouvoir alimenter ses véhicules. Alors évidemment, il ne va pas le vendre à ce tarif-là, s'il le revend, mais en tout cas, il devra payer cette facture à son fournisseur. Dans le deuxième écran, je suis toujours sur le même scénario, sauf que je rajoute une baie de stockage et la gestion de l'EMS de Mobilize. Et donc, je définis, je configure une baie de stockage de 400 kWh et une puissance maximum de charge-décharge de cette batterie qui est à la moitié, avec un statut de stockage au début pour commencer ma journée et ma simulation à 50%. Et vous voyez ici qu'il se passe plusieurs éléments, c'est-à-dire que déjà, bon, on injecte exactement le même volume, enfin à quelques kilowattheures près, dans tous les véhicules, mais vous avez le renfort de la puissance du BESS qui, à certains moments de la journée, va permettre de charger plus vite les véhicules, donc d'aller encore de façon plus efficace et par un cycle complet de charge-décharge sur l'ensemble de la journée va permettre de réduire la facture d'électricité puisque comme on est à des heures creuses la nuit, ben, on en profite pour recharger l'électricité la moins chère possible dans le BESS et pouvoir utiliser cette énergie moins chère au moment de la journée où il y a le plus de consommation sur mon infrastructure. Ce qui fait que ici, entre la première courbe où je n'ai pas d'optimisation et la deuxième, vous gagnez à peu près 40 €, un petit peu moins de 40 € sur l'ensemble de vos coûts d'électricité sur la journée. Et comme je vais encore aller plus loin, je vais rajouter le fait que j'ai un bâtiment euh, qui est attaché. Alors là, j'ai mis un bâtiment, il y a pas, enfin, bâtiment qui consomme pas puisque on est sur une autoroute, il n'y a pas vraiment de bâtiment attaché, mais on pourrait très bien aussi en mettre un hein, avec sa configuration de puissance. Et on va rajouter aussi toute la production photovoltaïque un jour d'été dans le sud de la France, donc du côté de Marseille par exemple, qui va vous produire cette électricité. Donc se rajoutent des éléments intéressants, c'est quelle production je vais avoir d'électricité sur l'ensemble de mon infrastructure. Et cette production, finalement, je l'utilise quasiment au mieux puisque je ne la réinjecte que très peu sur le réseau électrique parce que je ne consomme pas à certains moments. Donc je vais vraiment l'utiliser au maximum et ça va me permettre de faire baisser encore plus puisque ma production, je l'utilise, et donc elle est à un coût marginal proche de zéro. Et donc, du coup, pour le même volume d'électricité que je vais injecter dans mes véhicules, mon coût d'électricité est encore beaucoup plus bas que le coût initialement. Donc, on est à 60 € de baisse du coût d'électricité. Alors, pour continuer l'exemple, là, je vais partir sur exactement la même configuration. Donc sans optimisation cette fois encore, mais en disant voilà, j'ai un jour de gros trafic, il y a finalement 70 véhicules qui vont venir sur ma station de recharge sur autoroute. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Il y a certains moments de la journée, il y aura de l'attente. Parce que on va arriver à saturation sur la fin de l'après-midi, là, à partir de 15h30. On va arriver à saturation et à certains moments, il y aura même jusqu'à 2 véhicules qui vont attendre en même temps. Et même le premier va attendre 20 minutes. Donc, et là, on est vraiment dans une consommation maximum, c'est-à-dire que dès midi, la station est très très sollicitée jusqu'à environ 22h, 22h30. Et vous voyez, le coût résultant, il est beaucoup plus élevé, c'est normal, on a quand même presque le double de véhicules. Mais en commençant à mettre mon EMS Mobilise et puis une baie de stockage que je configure de façon un petit peu plus forte que la précédente, puisque j'ai quand même plus de trafic, eh ben, vous voyez qu'entre les deux, il y a presque plus d'attente. Il y a plus que à 3 moments de la journée une petite attente de quelques minutes, notamment à 20 heures, un véhicule qui va attendre 5 minutes. Et vous voyez que mon coût d'électricité, il descend massivement. Donc là, j'étais à 436. Là, je gagne un petit peu plus que dans le premier cas sur mon coût d'électricité. À ça, je vais ajouter maintenant la production photovoltaïque. Et donc, eh ben, cette production photovoltaïque, non seulement ça va me faire baisser mon coût total, mais le fait de pouvoir bénéficier d'une électricité à
sur une grosse période de la journée fait que je n'ai quasiment plus d'attente. Je vais avoir un tout petit phénomène d'attente ici qui va se passer vers 17 heures, mais qui va durer vraiment très peu, une à 2 minutes. Et donc, ce qui fait que ça rend vraiment un service complet. Et je vais vraiment tout consommer ce que j'ai stocké dans ma baie de stockage pour pouvoir vraiment avoir le tarif le plus bas. Et comme vous le voyez là, hein, je suis descendu de 436,98 en coût initial si je n'ai pas de système optimisé, un système où je suis 90 euros par jour moins cher. Voilà. Et donc, si on simule cette façon de travailler, on se dit que, évidemment, je vais avoir investi dans une station. Si je n'avais que les 4 bornes, ce serait déjà un investissement très conséquent. Et donc avec une énergie soutirée au réseau qui correspond à mon fonctionnement de 70 véhicules par jour. Mais si je rajoute un BESS et un pilotage par l'EMS, ça va forcément me rajouter des coûts d'infrastructure. Mais vous voyez par contre que je vais économiser puisque je vais soutirer beaucoup moins au réseau puisque je vais utiliser la production photovoltaïque locale de la manière la plus optimisée possible. Et tout ça me permet, d'année en année, de faire des économies. Et si j'accumule cette économie annuellement, bah finalement, c'est au service du remboursement de mes coûts de CAPEX initiaux. Et dans le cas que je vous ai cité ici, on a vraiment une réduction qui permet de financer sa station au bout de 8 ans. Et après, bah, toutes les économies générées, ça vous apporte un cash flow supplémentaire et ça fait que votre actif, il génère au maximum euh, de ses capacités. Alors, dans tous les types d'usages qu'on a pu faire, on a fait pour des flottes sur un dépôt, des cas de stations de recharge publique comme cela, mais aussi beaucoup de stations pour des petites entreprises qui décident de passer à l'électrique et qui vont mettre en place une petite ombrière, une petite baie de stockage. On est sur des délais de retour sur l'investissement comprises entre 6 et 10 ans. Là, ce qu'on a pu constater aujourd'hui, on n'a jamais dépassé ces, euh, ces délais-là, ce qui rend vraiment la démarche vraiment intéressante. Voilà. Écoute, merci François pour ta présentation dans les temps, donc c'est parfait. Donc là pour l'instant on n'a pas encore de questions dans le chat, donc j'encourage les participants à, s'ils ont des questions, à passer par le petit onglet chat pour nous poser des questions. Donc on pourra le faire à la fin des présentations. Avant de passer au témoignage de Keolis, hein, qui va illustrer un petit peu ce que tu as dit. Moi, j'ai quand même deux questions juste pour préciser. On est bien d'accord que ce jumeau numérique que tu proposes il s'adresse à tout type de véhicule. Vous êtes agnostique en termes de technologie de batterie, de Ouais. véhicule. Bon, on est bien d'accord. Et aussi à tout type d'utilisateur, parce que là, tu as pris un cas d'usage qui est, on va dire, une station de recharge au bord Station de de recherche l'autoroute. publique. Ouais. Mais ça peut être aussi un professionnel qui veut électrifier sa Ça peut flotte, être, peut-être ça sa peut être une camion. flotte de camions, ça peut être une flotte de véhicules utilitaires légers, ça peut être aussi se dire bah j'accueille mes salariés avec leur véhicule électrique sur mon parking et donc je veux voir ce que cela donne et quelle économie je peux faire. C'est Mhm. vraiment très large et c'est peut-être un mix de tout, hein. D'accord. C'est vraiment très large en termes d'usage. Le but, c'est que le jumeau numérique va vraiment retranscrire le travail au quotidien que le MS va lui opérer minute après minute. Sauf que le jumeau D'accord. numérique nous permet de simuler très très vite et d'accélérer le Ouais. temps et pour pouvoir vérifier qu'est-ce qui se passera. Ouais, je suis d'accord, parce que c'est vrai que la gestion de ce système complexe, on peut se poser plein de questions, il y a plein de données, comme tu l'as montré, à prendre en compte. C'est pour Voilà. ça que avoir un jeu numérique peut être intéressant à appliquer. Et deuxième Et avant de question. se lancer, de Oui. dépenser de l'argent de façon inopportune. Exactement, ouais. Est-ce que toi, par rapport aux usages et un peu aux nouvelles technologies, est-ce que tu sens qu'il y a des évolutions qui sont pas encore forcément mises pour les infras ou pour les gestionnaires qui vont arriver, ou des choses que tu penses que il sera intéressantes à prendre en compte dans les nouveaux, dans les jumeaux numériques ou pas du tout? Par exemple, la maintenance ou les gestions RH, je sais rien, par rapport à ces deux problématiques qui sont un peu connexes à ce type Hmm. de solution.
En fait, ce qui est très important, c'est que la plupart du temps, jusque-là, les solutions ne géraient pas le côté opérationnel Ouais. de l'entreprise. Pour moi, ça c'est très important et nous, c'est ce que on a vraiment intégré dans le mode de fonctionnement. Quand on parle des scénarios d'usage, euh, passer à l'électrique, c'est super intéressant, Ouais. mais il faut quand même que son activité d'entreprise, son activité opérationnelle ne soit pas lésée et soit Mm. plutôt comme le fondamental duquel on part pour pouvoir après construire un système qui progressivement va se Mm. transformer et on va passer à l'électrique, pas d'un coup massif, mais petit à petit. Donc c'est vraiment ça que l'on veut pouvoir intégrer. Et donc le fonctionnement de l'entreprise avec je veux que mon véhicule soit prêt à telle heure et avec tel niveau d'autonomie, bah ça c'est essentiel parce que c'est ça qui Mm. va permettre aux activités de fonctionner. Donc on pourrait imaginer assez vite que les logiciels qui permettent d'organiser les tournées, Mm. qui Mm. permettent de fixer l'organisation opérationnelle de l'entreprise soient complètement liés et soient les systèmes maîtres qui disent à un EMS, fais-moi ça. Mm. Dis-moi, enfin, donne-moi la meilleure solution qui me permette de fonctionner, mon fonctionnement étant prioritaire sur tout le reste. Très bien, merci pour tes éléments de clarification. On va pouvoir passer à notre deuxième intervention de Keolis. Alors, Kevin, te laisse éventuellement partager ta présentation et je crois que tu es accompagné d'une de tes collègues. Euh, voilà, attends, ça arrive. Attends, on va laisser le temps à la présentation. Voilà, c'est parfait. Donc, on voit bien ta présentation. Bah, écoute, je vous laisse vous présenter Colis, puisque maintenant, on a présenté un outil qui permet d'anticiper toutes les questions d'électrification de flotte. Là, on va plutôt parler d'un cas d'usage d'une entreprise, hein, un gestionnaire de transport de personnes hein, qui a passé le pas, hein, qui a une vraie envie et qui est une dynamique par rapport à ce sujet-là. Donc, vous êtes un peu le use case hein, qui a mis en place cette dynamique. Donc, je vous laisse présenter votre retour d'expérience par rapport à ce sujet. Voilà. Super, merci. C'est toi qui fais passer les slides, Non, Pierre? c'est toi, tu peux y Ok, aller. ça marche. Parfait. C'est bon. Tac. Ça, Alors, est-ce que vous avez à diffuser votre... Alors, je vois bien la présentation, vous pouvez peut-être la passer, non? Ça... Alors, oui, bonjour. C'est Un bon. petit souci de... On avait le mode présentateur tout à l'heure qu'on n'a plus, mais du coup, on a un autre ordi. On va faire On va autrement. le faire Pas de souci. Donc, effectivement, nous sommes deux pour vous faire cette présentation ce matin. Donc, moi-même, je suis Anne Grével-Dinger, responsable du service projet investissement de Keolis Fred Métropole. Et moi, je suis Kevin Durin. Je travaille pour une entité du groupe Keolis qui s'appelle Keolis Conseil et Projet et qui accompagne du coup les filiales du groupe Keolis et les réseaux qui veulent faire leur transition énergétique, qu'elle soit à l'électrique ou à d'autres énergies. Donc peut-être en introduction pour fixer les idées, Keolis Rennes Métropole est l'exploitant à qui la métropole de Rennes a confié l'exploitation du réseau de transport en commun Star. Donc Star, c'est le nom commercial et nous sommes l'entreprise privée qui exploite le réseau. Et là, on va vous faire effectivement un retour d'expérience sur le début de l'électrification de notre flotte de bus. On va vous parler un petit peu de l'historique du projet, comment est-ce que ça a démarré à Rennes, cette histoire d'électrification du parc de bus. On fera un focus sur le matériel roulant et sur ce qu'on appelle les IRBE, donc les infrastructures de recharge des bus électriques. Et puis surtout un retour d'expérience pour vous montrer comment ça s'est passé. Euh, alors, le contexte général, toujours pour fixer un petit peu les idées, le réseau Star, au total, c'est environ 421 bus, y compris ceux qui sont exploités par nos sous-traitants. Et Keolis Rennes Métropole, en tant que tel, on exploite 228 bus, dont aujourd'hui 83 sont électriques. Globalement, notre offre de transport présente des itinéraires de ligne qui sont d'une longueur classique pour un réseau urbain en ville, avec des distances interarrêts qui sont assez courtes à Rennes par rapport à d'autres villes. Une autre caractéristique importante, c'est qu'on a un besoin en nombre de bus qui est très différent entre l'heure de pointe, où on a besoin d'environ 195 bus, et les heures creuses, où on n'en a besoin que d'environ 124, ce qui permet d'envisager une charge au dépôt en journée.
pour une partie des bus. Et sinon, pareil pour un petit peu la photo générale de la situation, on est dans un climat océanique et une topographie qui est relativement plate, donc pas de grosses contraintes par rapport à d'autres réseaux qui peuvent être dans les pays nordiques ou dans des zones plus montagneuses, par exemple. Alors, pour refaire un peu l'histoire, à Rennes, l'aventure de l'électrification a démarré il y a un petit peu plus de 6 ans. En 2020, on a mis en place un premier véhicule électrique avec l'entreprise Bolloré, donc c'était un bus Blue Bus. Et l'idée à l'époque, c'était de confier l'intégralité de l'expérimentation de l'électrification à un seul fournisseur, donc pour qu'ils puissent fournir à la fois les véhicules et l'infrastructure de charge. Sur cette partie-là, donc on avait des batteries LMP avec une forte densité énergétique sur les premiers véhicules et des points de charge au dépôt avec des chargeurs de marque Heliox et un point de charge en ligne sous forme d'un pantographe inversé. Donc un pantographe inversé, c'est un équipement qui vient se brancher sur le véhicule au contraire d'un pantographe ascendant où c'est l'équipement qui vient, lui, se connecter à l'infrastructure de charge. Euh, donc ça, c'est une expérimentation qui a été menée donc il y a quelques années et qui a permis de conclure sur un certain nombre de points, et notamment sur la particularité que ces véhicules-là, avec cette technologie de batterie, présentaient des limites, notamment dans les journées d'hiver où les températures sont basses, puisque ces batteries-là ont besoin de fonctionner à une température d'environ 80 degrés. Et donc, ben, pour pouvoir assurer cette température-là à la batterie, il faut pouvoir chauffer. Et donc, le chauffage 100% électrique, à la fois pour la batterie et le véhicule, consomme de l'énergie. Et on s'aperçoit que ben, sans infrastructure de charge en ligne, ben, cette énergie consommée ne permet pas de terminer l'intégralité des services que doit effectuer le véhicule sur une journée. Un certain nombre d'autres conclusions ont pu être tirées. On a parlé de cette consommation électrique très importante, un nombre insuffisant de bus par rapport à des bus diesel. Effectivement, quand l'autonomie d'un véhicule n'est pas suffisante, bah, il faut avoir soit des infrastructures de charge supplémentaires, soit des véhicules supplémentaires. Et donc, comme je vous le disais, le fait de ne pas avoir d'infrastructure de charge en terminus était une limite pour pouvoir opérer les réseaux de transport tels qu'on le souhaitait, et en particulier en remplaçant un véhicule thermique par un seul véhicule électrique. Je vous disais aussi que cette expérimentation a été menée avec une seule entreprise qui a fourni les bus et les équipements de charge. L'idée derrière ça, c'était de pouvoir confier l'intégralité du système à un fournisseur et qui est censé la maîtriser. Et finalement, on s'est aperçu que bah, à la fois la technologie, le système était peu mature et que finalement, de confier l'intégralité de ce système à un seul fournisseur n'empêchait pas d'avoir des difficultés, des dysfonctionnements, notamment entre le bus et l'infrastructure de charge. Une des autres conclusions, c'est que bah, effectivement, comparé à la gestion d'un réseau avec des bus thermiques au gasoil, le fait d'avoir des véhicules électriques impose une supervision et un pilotage à la fois des temps de charge et de l'autonomie des véhicules beaucoup plus précises et avec des logiciels qui permettent de le faire pour apporter tous les indicateurs au centre de pilotage des opérations. Et effectivement, à l'époque et encore un petit peu aujourd'hui, on manque encore d'expérience, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays, et notamment en Chine, qui sont très en avance par rapport à nous. Fort de ce constat et de cette expérimentation, un marché, une nouvelle phase de l'électrification du réseau de Rennes a démarré. Et du coup, je vais laisser Anne vous en parler. Et effectivement, pour prendre en compte les résultats de cette première expérimentation, le choix a été fait de passer des marchés différents avec un fournisseur de matériel roulant, donc en l'occurrence ça a été Mercedes, un fournisseur de bornes de recharge qui en l'occurrence est Comeca, un fournisseur de supervision qui est ChargePoint, et puis également deux entreprises Colas et Bouygues pour la partie plus génie civil, on va dire.
Alors, un petit peu en réponse aux résultats de l'expérimentation, les grosses hypothèses qui ont été prises pour l'électrification de la suite du réseau, c'était d'abord que, comme l'a dit Kevin tout à l'heure, l'exploitation en bus électrique ne doit pas générer un besoin additionnel en véhicules par rapport à ce qu'on avait en véhicules thermiques. Donc, le réseau et la- les infrastructures de recharge devaient être conçues pour que le nombre de véhicules nécessaires soit le même qu'en thermique et ne nécessite pas d'investissement supplémentaire côté véhicule. Et le choix qui a été fait, c'est d'avoir un rechargement avec deux méthodes, à la fois de la recharge lente au dépôt par pantographe de 90 kW et de la recharge rapide en ligne par pantographe à certains terminus avec une puissance de 300 kW. On a également fait le choix d'avoir un chauffage additionnel qui ne soit pas électrique parce qu'on avait vu que l'impact sur l'autonomie des véhicules était trop important. Et puis quelques hypothèses quelques hypothèses techniques. Le fait qu'on n'accepte pas de descendre à un niveau de charge, donc un state of charge, un SOC, plus bas que 8%, qu'on a un temps technique de mise en charge de 1 minute et 20 secondes systématiquement lorsqu'on se connecte à une infrastructure de recharge. Et également, on a pris en compte 3 minutes d'aléa, simplement parce que l'exploitation de bus en ville n'est pas un long fleuve tranquille et n'est pas toujours conforme à la théorie. On sait qu'on a des aléas et on les modélise avec ces 3 minutes qui ne permettent pas de recharger. On a également une hypothèse d'un SOC en sortie de dépôt à 100%, et on fait toute notre planification des véhicules en s'appuyant sur la consommation maximale qui est annoncée par le constructeur. Donc on est un petit peu péjorant de ce point de vue-là, mais c'est pour nous garantir une exploitation la plus fluide possible. Au niveau du matériel roulant, donc, il faisait partie d'un des marchés donc de cette première tranche d'électrification, parce qu'on a fait une expérimentation, une première tranche, et on attaque une deuxième tranche actuellement. Et donc, sur la première tranche qu'on est en train de terminer, le matériel roulant a été choisi côté Mercedes avec des bus à la fois standards et électriques et différentes, une technologie de batterie différente. Donc, on est passé du LMP au NMC et avec des capacités utiles entre véhicules différentes et des lots de véhicules avec des capacités différentes. On y reviendra puisque ça a un impact aujourd'hui sur sur la gestion du réseau. Le choix a été fait aussi sur les véhicules pour apporter un confort et une lisibilité pour les clients accentuée et améliorée par rapport aux véhicules du réseau. Et comme on le présentait, l'équipement de charge retenu parce qu'il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir par câble aussi, mais ce qui a été retenu ici, c'est par pantographe ascendant, donc comme vous le voyez en bas à droite, un équipement qui est sur le bus et qui se lève pour se brancher à un équipement de charge. Voilà. Le scénario d'électrification qui était imaginé, c'est d'électrifier en gros 25 véhicules chaque année et 2 lignes par an, grosso modo. Une ligne principale, donc chez Arène, ce sont les lignes Chronostar, les lignes avec une qualité de service assez importante, et puis des, entre guillemets, plus petites lignes en parallèle. Dans la pratique, c'est à peu près ça qui s'est réalisé, mais pas du tout en termes de planning. En termes de philosophie, on est resté là-dessus. Par contre, le planning s'est fortement décalé de plus d'un an aujourd'hui. Et y compris à la fois sur les infrastructures de recharge et à la fois sur les livraisons de véhicules. Donc ça, c'est le premier ex, c'est que la tenue du planning est quelque chose d'assez complexe. Concernant les infrastructures de recharge, donc comme on l'a dit, le fournisseur qui a été choisi par Rennes Métropole, c'est Comeca. Et vous avez là quelques photos des infrastructures de recharge en terminus avec à la fois une photo de la borne, un exemple de poste intégré dans la voirie et les potences en terminus avec le véhicule en charge qu'on voit en bas à droite. Voilà. Et l'équivalent au dépôt, où vous voyez qu'on a les cloches pour accueillir les pantographes qui sont fixés sur comment est-ce qu'on appelle ça? Des Portique, ouais. structures métalliques, des portiques qui sont au-dessus du parc de bus
et les bus qui viennent se stationner sous les portiques. Ils ont chacun leur place de stationnement et leur dôme affecté. S'ajoutent à ces infrastructures de recharge donc deux aspects un petit peu plus logiciels, on va dire. Tout d'abord, un logiciel de smart charging qui permet justement de gérer la charge au dépôt pendant essentiellement la nuit, mais on l'a vu également en journée. Cette gestion de la charge, elle se fait par priorité en fonction de l'heure de sortie du véhicule. Elle se fait également pour limiter l'appel de puissance et lisser cet appel de puissance au cours notamment de la nuit. Elle se fait également pour décaler le pic de consommation après 22 heures de façon reliée finalement à notre contrat avec Enedis. Et cette gestion de la charge prend également en compte ce qu'on appelle le préconditionnement. Qu'est-ce que c'est que le préconditionnement? En fait, c'est la préparation du véhicule avant qu'il parte en ligne le matin pour assurer à la fois la mise en charge du circuit pneumatique, la température des batteries de traction, le confort thermique à l'intérieur du véhicule et la mise en service des équipements embarqués, donc notre système d'aide à l'exploitation et un certain nombre d'autres systèmes. Et donc l'idée, c'est que tout ça soit enclenché en avance pour que ce soit prêt au moment où le véhicule part en ligne. Voilà. Et donc on a un système logiciel qui permet de gérer cet ensemble de conditions. Donc voilà pour décrire cette première phase qui a permis, et on est sur la fin, d'avoir environ 90 véhicules électriques sur le réseau. On en a 75 actuellement, il y en a une quinzaine d'autres qui va arriver. Et il y a une deuxième tranche qui est en cours avec des premiers véhicules qui arriveront d'ici un an et demi environ. Alors, sur ce retour d'expérience, euh, sur le projet. Effectivement, comme Anne l'a dit, il y a eu du retard dans le planning, à la fois dans la livraison de véhicules, mais aussi sur la construction et la mise à disposition des infrastructures de charge. Cela a eu quelques conséquences. Il y a le maintien sur une durée plus longue des véhicules thermiques au gasoil pour pouvoir assurer l'exploitation. La mise en place de bornes mobiles au dépôt, puisque les points de charge, à la fois en terminus au dépôt, n'étaient pas prêts pour recharger les véhicules. Et puis, des véhicules qui n'ont pas pu rouler sur les services qui leur étaient affectés initialement ou sur des services plus courts du fait de l'absence d'infrastructures de charge en terminus. C'était sur la partie globale du projet. Sur la partie matériel roulant, on a eu au début, et on a encore un petit peu des problématiques de fiabilité du véhicule intrinsèquement, mais aussi sur une problématique d'interface entre les infrastructures de charge et les véhicules, ce qu'on appelle du coup l'interopérabilité avec des échecs de charge, c'est-à-dire le véhicule qui tente de se charger mais qui n'y parvient pas, des charges qui s'interrompent en cours de charge, qu'elles soient après avoir atteint les 100% de charge ou un petit peu avant, déblocage mécanique de ces équipements sur les bus, et puis effectivement la technologie de batterie avec son lot de difficultés et d'immaturité, avec parfois des pertes de pack, des problématiques, comme on le disait, de charge, et puis des problèmes de matériel roulant qui soient liés au moteur électrique, aux portes, aux compresseurs de clim, qui ont apporté des difficultés dans cette électrification, à la fois due au système électrique, mais aussi propre au système matériel roulant et au système de charge. Vous parlez de l'interopérabilité, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a à la fois des sujets techniques, mécaniques et des sujets logiciels de dialogue entre l'infrastructure de charge et le véhicule qui ont posé des difficultés. On en parlait un petit peu sur le parc actuel, avec à la fois des technologies de batterie différentes,
sur les véhicules liés à l'expérimentation et au suivant, mais aussi avec des technologies de batterie chimiques identiques, mais avec des générations différentes qui peuvent apporter des autonomies différentes. Et donc, entre le vieillissement et ces technologies de batterie, eh ben, l'exploitation est amenée à gérer plusieurs types d'autonomie. Et donc, ça rend la gestion de l'exploitation effectivement plus compliquée, puisqu'il faut affecter les véhicules qui ont les autonomies les plus fortes sur les services les plus longs. Et c'est des contraintes fortes en exploitation, en planification, mais aussi en cas de problématique d'exploitation, de déviation, de panne ou autre. Euh, voilà, on a à peu près tenu le timing. On va accélérer un petit peu pour laisser la place aux questions et évidemment, on y répondra avec plaisir. Eh bien, merci pour cette présentation et ce retour d'expérience qui était vachement intéressant. Moi, j'aurais des questions pour François qui sont arrivés dans le forum questions-réponses. Donc, je vous invite aussi, si vous en avez d'autres pour Keolis, de les faire. Moi, en vous écoutant, j'avais deux questions, ouais, deux questions. Le premier, donc on voit bien que vous êtes dans une période de transition. Hein, c'est vrai qu'entre une exploitation avec des bus thermiques et puis là, progressivement, vous partez sur des bus électriques. Dans cette transition, à votre avis et votre ressenti, les enjeux les plus importants, c'est des enjeux technologiques ou des enjeux d'usage qui vous semblent le plus importants à prendre en compte lorsqu'on veut faire ce passage? Ou finalement, est-ce que c'est une globalité à prendre en compte? C'est Keolis qui Pour répond. vous, Ouais, ouais, pardon. pour Kelly, c'est pour vous, ouais, pour faire un peu. Parce qu'on voyait bien qu'il y a eu des batteries qui ont été choisies au début, après vous avez migré sur une autre technologie de batterie. Il y a eu des petits, bon voilà, de fiabilité, des sujets de fiabilité, mais on voit bien que vous avez évoqué le sujet du chauffage. Alors ça, j'imagine que le chauffage, c'était plutôt les usages, les conducteurs qui voulaient avoir une cabine à température, j'imagine, non, pas trop? Ou Non, c'est plutôt le confort thermique côté passager. ouais, Euh, d'accord, oui, Ouais, et effectivement, alors le mode de chauffage dans un véhicule électrique et dans un véhicule thermique, c'est pas exactement le même. L'air qui sort des bus ne donne pas la même sensation de chaud ou de froid d'ailleurs. Euh, d'accord. mais au-delà de ça, effectivement, sur l'expérimentation, la technologie de batterie utilisée et le mode de chauffage utilisé ont montré que ça avait un impact trop fort sur Mm, l'autonomie. Et donc, il a fallu faire d'autres types de choix à la fois sur la technologie de batterie utilisée, à la fois mm, sur le système de charge au global, puisqu'il y a eu mhm, besoin d'installer des infrastructures de charge en terminus, et à la fois sur les équipements du véhicule, sur les accessoires, les équipements les consommateurs finalement d'énergie, pour les optimiser et éviter qu'ils entament trop l'autonomie et que la capacité énergétique de la batterie soit plutôt au service de l'autonomie du véhicule plus que pour les équipements de bord, quoi. d'accord. Et j'ai une autre question. Donc là, on voit bien enfin, on voit bien que votre priorité, c'est enfin, le taux d'occupation, enfin, le taux d'utilisation des bus et puis qu'il soit en usage pour les usagers. Donc ça, c'est là-dessus, vous êtes hyper attentif. Est-ce que plus tard, vous allez regarder des nouvelles technologies de recharge, ce qu'on appelle V2X, hein, que les bus peuvent aussi réinjecter de l'électricité dans les réseaux et vous apporter des revenus complémentaires, parce que imaginons que toutes les flottes de Kelis soient électrifiées, vous allez peut-être pouvoir être un acteur quelque part de tampon pour les opérateurs de réseau. C'est quelque chose que vous regardez ou pas pour l'instant? Pour l'instant, c'est pas des sujets qu'on regarde parce que effectivement, c'est assez récent Oui, l'électrification du d'accord. réseau. Au regard des réseaux, notamment en France, on fait plutôt partie des premiers dans cette Oui. proportion de véhicules sur le réseau. Et effectivement, notre objectif à ce stade, c'est plutôt de la fiabilisation Mm, de ce système. Et dans une deuxième phase, on rentrera dans l'optimisation. d'accord, Et aujourd'hui, notre priorité, elle est vraiment à la fiabilisation. d'accord. Très bien. François, il y a quelques questions pour toi, hein, suite à ton Ouais, intervention tout à l'heure. ouais, j'ai vu ça. Tu as vu ça, donc ouais, Ouais. je vais les relire, puis comme ça, je te laisserai y répondre. Donc la première, c'est est-ce que vous prenez en compte la dégradation du BESS en fonction de son usage et donc la réduction de sa durée de vie?
La première chose, c'est que là, des technologies de BESS, nous on prend un volume d'énergie global du BESS, on peut mettre ce qu'on veut dedans, on considère qu'il y a une durée de vie, un nombre de cycles garantis. Donc on le tient pas en compte pour l'instant d'une manière spécifique, mais par contre dans l'analyse économique, c'est des choses qu'on peut rajouter ensuite. D'accord. Alors, je reviens sur les questions. La deuxième étant, alors, du coup, j'ai perdu ma question. Alors, voilà. Vous avez parlé d'options d'effacement. Est-ce que vous considérez que les interactions V2G, donc véhicule to grid, peuvent valoriser le stockage embarqué et stationnaire? Personnellement, je suis pas convaincu à ce jour. Tout ce que le V2G peut apporter, c'est des petits agréments à l'usage, mais on n'a pas encore assez de retour d'expérience. Et de toute façon, nous, quand on parle de possibilité d'agrégation, c'est plus de se dire qu'il y a un moment donné, le réseau a besoin d'un volume d'énergie assez important, donc là, lié au stockage stationnaire, et donc on pourrait lui offrir cette capacité. Mais pour l'instant, on sait que c'est un potentiel, mais on n'a pas mis de focus particulier dessus. D'accord. Alors là, on a lancé le petit questionnaire. Donc, le temps des questions-réponses, n'hésitez pas à répondre au questionnaire. Alors, troisième question. Dans votre jumeau numérique, comment sont connectées les couches réelles et virtuelles? Est-ce que vous avez une interaction bidirectionnelle en temps réel? Alors, je ne veux pas dévoiler tous les secrets de fabrique de notre jumeau numérique. C'est un fonctionnement qui est vraiment lié à une synchronisation temporelle. Donc, comme vous l'avez compris, on l'accélère, mais on est sur des comportements qu'on simule et aussi des décisions liées au matériel qui sont réelles. Voilà, pour faire simple. Alors, on a deux questions pour Keolis. Je vais les prendre tout de suite. Kevin, est-ce que vous avez étudié l'installation de batteries stationnaires et le potentiel des dispositifs V2G pour réduire les coûts? Pas à ce stade, non. D'accord, voilà. Et donc une autre question, donc ça arrive au compte-gouttes. Alors chez Keolis, est-ce que vous avez des enjeux sur la phase d'optimisation des infrastructures de recharge et leur gestion avec notamment l'augmentation de la taille de votre flotte électrique? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que la question, c'est est-ce que les points de charge vont être utilisés de manière intensive et qu'il va y avoir de l'attente peut-être sur les différents points de charge? La réponse est non, parce que justement, on les a imaginés et conçus pour qu'elles soient disponibles au moment où les véhicules se présentent. Et D'accord, on vous a cité les hypothèses qu'on prend pour gérer aussi l'aléa. d'accord. Et alors une autre question qui est arrivée, est-ce que vous avez un retour d'expérience sur la dégradation des batteries embarquées dans vos bus? Ah, c'est une très bonne question. Pas encore. Pas encore, Les mais autres. on y travaille. D'accord, très bien. Je pense que ça intéresse pas mal de monde, hein. C'est vrai que quand on se projette sur un temps long, finalement, c'est un sujet important. Alors, attendez, je vais prendre la dernière question pour toi, François, comme ça. Dans le cas des bus électriques, voilà, est-ce que vous êtes considéré uniquement de la recharge au dépôt ou également aux arrêts de bus? Alors ça, Non, je pense que notre système, il est fait pour marcher sur une infrastructure qui est statique. Donc ça va être plutôt de la recharge au dépôt, puisque on a vu hein, que c'est lié à du photovoltaïque, c'est lié à du BESS, c'est lié à un raccordement électrique. Ce serait compliqué, je pense, de mettre ça sur un arrêt de bus, de mettre en place une telle infrastructure. Mais pourquoi pas? Enfin, on pourrait imaginer ça après, mais pour l'instant, c'est vraiment plus des infrastructures liées à un site. d'accord. Bah, écoutez, il est midi 4. Là, je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. Il me reste à vous remercier chaleureusement, François, Kevin et Anne, hein, pour votre intervention. C'était très intéressant. Je pense que ça a apporté pas mal d'informations aux participants. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre présentation et puis on peut clore ce webinaire. Merci, Merci bonne à journée. tous. Merci beaucoup. Bonne journée.